Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 livres que j'attendais énormément, 4 sorties récentes, 3 sorties de fin février, une sortie de début mars, et en plus ils étaient tous excellents. Donc voilà, un programme qui j'espère vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo spéciale sortie récente, il va y en avoir plusieurs parce que c'est la folie, c'est la folie. La boîte aux lettres est pleine assez régulièrement. En plus, ce sont des auteurs que j'adore. Le choix est très difficile parce que je peux pas forcément tout lire avant la sortie de ces livres-là. Je peux pas forcément chroniquer tous ces livres au moment de la sortie. Quand là sur début mars, il y a plusieurs sorties le mardi 5 mars, plusieurs sorties le mercredi 6 mars et plusieurs sorties le jeudi 7 mars. C'est compliqué, c'est compliqué pour s'organiser. Le seul avantage, c'est que les livres globalement, c'est une généralité, il y a bien sûr des exceptions, mais globalement, les livres qui sortent à cette période sont des livres qui se lisent très vite. Soit parce que l'histoire est globalement simple, soit parce que, voilà, globalement simple, peu de pages, et parfois c'est aussi parce qu'en fait on est sur des auteurs qui sont tellement bons que l'écriture est d'une fluidité dingue et donc ça en devient des page turners et c'est le cas pour certains des livres dont je vais vous parler. Vraiment donc mois de folie, même s'il y avait des sorties de fin février, mais que voilà, vraiment le 28 février, on y en avait même le 27. Donc on était presque en mars, ça va continuer à être comme ça et c'est tant mieux, c'est très chouette, c'est juste que une sorte d'énorme raz-de-marée, pas toujours évident, peut-être aussi pas toujours évident pour vous de faire un choix en librairie. On est sur des grosses sorties, des livres grand format qui ont un coût aussi. L'avantage c'est que souvent les grands auteurs comme ça qui sortent leurs livres en ce moment, leur grand format, leurs nouveaux livres sortent en même temps leur poche de l'année précédente. Donc ça peut aussi être intéressant pour le porte-monnaie. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas à dire. C'est une période effectivement très dense. C'est une période où les choix sont difficiles parce que ce sont à chaque fois des auteurs de folie. Et ils le confirment encore une fois avec les livres qu'ils ont sortis cette année. Vraiment, on est sur du haut niveau et du coup, c'est hyper agréable parce que j'enchaîne les lectures et c'est à chaque fois du bon. Et j'ai eu une période comme ça où j'ai vraiment eu une grosse période où j'ai enchaîné des livres excellents, voire des coups de cœur. Et je m'en lasse pas, c'est génial quoi. Enchaîner à ce point-là les très bonnes lectures, c'est juste trop bien. Voilà, alors, bon, je vous parle de qui parce que je vous l'ai pas dit encore. On va commencer par le nouveau livre de Guillaume Musso, Quelqu'un d'autre, que j'ai eu la chance de lire en avant-première. On va parler des Cœurs silencieux de Sophie Talmen chez Albin Michel, que j'ai reçu avant également. La lignée, qui est un coup de cœur, le nouveau livre d'Aurélie Vallogne avec cette couverture qui est magnifique. Et puis j'avais précommandé il y a très longtemps le nouveau livre de Joël Dicker, Un animal sauvage, dans sa nouvelle maison d'édition, Rosie and Wolf. C'est le deuxième livre qui sort dans sa maison d'édition. Alors on ne commence pas du tout par l'ordre de lecture parce que je vais commencer par le dernier livre que j'ai lu. Donc Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. Donc je vous parle pas mal de Guillaume Musso en ce moment puisque j'ai eu la chance, l'énorme chance de le rencontrer à un événement privé au musée de la Marine pour parler de son nouveau roman. Et aussi parler un petit peu de ses autres livres, notamment d'Angélique qui sort en poche, pourquoi il n'a pas sorti de livre l'année dernière. Enfin voilà, il y avait 2-3 petites autres choses, mais c'était hyper intéressant. Enfin moi c'est la première fois que je le voyais, c'était... Je pense que je vais continuer à vous en parler longtemps parce que j'ai vraiment été marquée par cette rencontre qui, voilà, pour moi a été un très bon moment. Et très émouvant parce que Guillaume Musso c'est quelqu'un qui a vendu, il a été l'auteur francophone le plus vendu
pendant une dizaine d'années. Ce qu'il écrit, c'est dingue en fait. Et il a changé de style. Moi, je l'ai découvert avec, j'ai découvert en 2008 avec un style un peu Marc Lévy. C'était une période où je me disais, tiens, j'ai découvert Marc Lévy en 2000. Voilà, puis je continuais. Puis j'étais un peu déçue par 2-3 livres de Marc Lévy. Et je me suis dit, bah, si j'aime Marc Lévy, vu le style, j'aimerais Guillaume Musso, et ça a été le cas. Et Guillaume Musso ensuite a évolué, et là maintenant on est sur du policier thriller. Donc moi j'ai toujours tendance à dire que le numéro 1 l'auteur numéro 1 des polars en France, c'est Franck Tillier, alors qu'en fait non, avec ce que Guillaume Musso écrit maintenant, et vu le classement, c'est Guillaume Musso en fait. Il écrit vraiment des polars. Alors certes, on n'est pas toujours sur le schéma de séries télé avec une équipe policière, etc., etc. Mais quand on regarde les polars, ils sont vraiment pas tous comme ça, hein. Si bien que j'en recherchais en fait ces derniers temps et je suis tombée sur... je commence une série où justement c'est comme ça. On est bien sur une équipe de policiers et tout ça, mais c'est pas systématique, loin de là. Et donc Guillaume Musso, il écrit très bien et comme il nous a dit, il le travaille énormément. Et c'est pour ça que c'est fluide aussi. Beaucoup de retournements de situation, des dénouements surprenants et voilà, donc c'est des page-turners et puis il arrive à manipuler son lecteur et pour moi, on a tous les ingrédients d'un excellent polar. Là, j'ai été totalement prise par l'histoire. On a parlé avec d'autres bookstagrammeuses qui avaient eu la chance de recevoir le livre en avant-première. Et certaines nous demandaient si on s'était attaché au personnage. Eh bien, j'ai tendance à vous dire que moi, je ne me suis pas attachée au personnage parce que je me suis méfiée de tout le monde. Ils n'étaient pas tous parfaits et donc on se posait pas mal de questions. En fait, l'histoire de ce livre, c'est la courte histoire malheureusement d'Oriana, qui est une éditrice italienne très riche, etc. Ça se passe sur la Côte d'Azur, on est en 2023 et en fait elle est agressée et elle en décède, donc c'est un meurtre et en fait l'équipe d'enquêteurs cherche mais n'arrive pas trop à trouver, ça traîne et on fait un saut dans le temps 1 an après et l'équipe policière a un peu changé. Là on a affaire à une enquêtrice qui avant était déjà dans l'équipe d'enquêteurs mais du coup a pris du galon et son propre chef a pris du galon aussi et en fait il y a un élément qui vient redynamiser, comment dire, oui, un élément de cette enquête qui ressort et du coup qui justifie de se replonger sur cette histoire non résolue quand même, hein. Et donc très vite on a le mari d'Oriana, Adrien, qui est pianiste de jazz, qui est vite désigné coupable en fait et donc on va suivre entre autres son interrogatoire, sa garde à vue, voilà. Et donc on suit l'enquête, on suit l'enquêtrice, on suit Adrien et on suit le passé d'Oriana, on suit les moments avant, les quelques mois avant son décès. Et on va rencontrer en même temps un autre personnage qui pourrait tout remettre en question en fait, voilà, et on avance comme ça dans l'histoire. C'est vraiment un page-turner et en fait l'auteur nous met des indices en fait tout au long de notre lecture et on les voit pas parce que c'est un page-turner, donc au lieu de passer du temps à dire chaque ligne et prendre des notes, etc., en fait, on est... ça se lit très très vite. Et sauf qu'en fait, au milieu de tout ça, il y avait certainement des indices, etc. Et ça, c'est une excellente méthode pour un auteur de polar de nous perdre. Joël Dicker, lui, aime bien les allers-retours dans le passé, on en parlera après. C'est un peu sa marque de fabrique. Donc voilà, il y a vraiment... eh bien... un style d'écriture qui fait que on est pris par l'intrigue en fait, et en même temps j'ai relevé énormément de citations, enfin j'ai lu des Guillaume Musso ces derniers temps comme je vous le disais, là j'en ai relevé beaucoup des citations qui m'ont vraiment touchée, que j'ai toutes notées dans Babelio si ça vous intéresse.
Et donc l'écriture, elle est fluide et en même temps, pour moi, elle était vraiment de bonne qualité. Et je dis ça parce qu'il est tellement critiqué sur son écriture que de façon souvent injustifiée, je trouve. Là, non, je sais pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Et donc, voilà, on avance dans l'histoire, on avance dans l'histoire. Et on se prend des retournements de situation, des choses qu'on n'a pas forcément vu venir, qui sont assez dingues. Alors, il y en a certains que j'avais vu venir parce que, à cause d'un de ces livres que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, en fait. Voilà, donc j'ai pensé en fait à un truc et effectivement on était sur ça. Sauf qu'en fait le dénouement final, on le comprend dans les toutes dernières lignes. Mais quand je dis on le comprend, c'est pas explicite. C'est que on voit un personnage qui voit quelque chose et qui... on le voit être comme ça. Donc nous on est... pareil, et on me doute, enfin, là de mon côté, quand j'ai lu ça, j'ai dit, non. Donc j'ai relu les 2 dernières pages, en fait c'est 1 page et demie, c'est ça, hein, parce qu'on s'arrête à la moitié d'une page, c'est ça, donc bon, je mets les mains devant pour que vous ne puissiez pas voir, mais voilà, là, on a tout, c'est la fin, hein, c'est la fin. Après là, il n'y a plus rien dans le livre. J'ai relu, ok, je suis repartie en arrière. Je dis oui, je crois bien que c'est ce que je suis en train de comprendre. Je crois bien que c'est ça. Et donc si c'est ça, mais c'est ça, et bah c'est dingue. Voilà, c'est dingue. Donc voilà, un dénouement génialissime. Et c'était mis hein, une histoire exceptionnelle qui ne livre sa vérité qu'à la dernière page et ça avait été rayé. C'était mis ligne. Voilà, et c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc vraiment excellent. C'est pas un coup de cœur parce que j'avais deviné quelques retournements de situation, mais vraiment hyper fluide. Enfin, je l'ai lu en une matinée, une soirée, une matinée, une soirée, une petite matinée. Voilà, il se dévore, et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je vous le conseille totalement. Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso chez Calman Levy. Je continue avec Les cœurs silencieux de Sophie Thalmann qui amène de la lumière dans nos bibliothèques. C'est l'équivalent des forsythias dans les jardins. Voilà, c'est une période où on a besoin de lumière. Et bien voilà, dans la maison, j'ai le livre de Sophie Thalmann et dehors, j'ai mon forsythia qui commence à fleurir. Avec ses fleurs jaunes, je ne suis pas une grande amatrice des fleurs jaunes, mais ça apporte de la lumière. Je préfère ce type de jaune que j'aime vraiment beaucoup. C'est un jaune très chaleureux, je trouve. Alors, les cœurs silencieux. Eh bien, dans les cœurs silencieux, on suit principalement 3 personnages. Mais j'ai même envie de vous dire un personnage. Vous allez vous attacher à un personnage. Ensuite, il y aura 2 autres personnages. Alors, on s'attache d'abord à Pedro. Pedro, on commence à le découvrir, etc. Et il est victime d'AVC. Et la conséquence, donc il est hospitalisé, etc. Et la conséquence, c'est qu'en fait, il ne peut plus parler. On s'est bien attaché à lui, vraiment tout de suite. C'est un personnage, donc je sais plus quel âge il a, mais il a il a pas de petits-enfants. Il pourra être grand-père. Mais on s'attache vraiment à lui. Et le truc, c'est il est hospitalisé, etc. Il faudrait prévenir les proches. Qui on prévient? Ah oui, parce qu'en fait, Pedro, il a une vie un petit peu compliquée. Il a une première femme. Il a eu une première femme dont il est séparé, avec qui il a eu 2 fils qu'il ne voit plus. Il s'est ensuite remarié, ou je ne sais plus si c'est vraiment marié, mais en tout cas il s'est mis avec une autre femme qui elle-même avait une fille, mais il est séparé de cette femme-là, et en même temps j'ai envie de dire heureusement parce qu'elle est très particulière. Mais la fille de cette femme-là, qui s'appelle, que je cherche, Sarah, voilà, Sarah, c'est un personnage aussi important dans cette histoire, et en fait c'est la personne dont Pedro est le plus proche en fait. C'est vraiment, s'il y a une personne à désigner en cas d'urgence, eh bien pour Pedro, c'est Sarah. Voilà. C'est assez original. C'est pas sa propre fille, c'est la fille de sa seconde compagne qui était particulière et avec qui il ne vit plus et tant mieux pour lui. Voilà, donc assez particulier.
Et donc, je vous ai parlé de 3 personnages. Donc, on a Pedro, on a Sarah et le 3e personnage, c'est Thomas, qui est le premier fils de Pedro. Et donc, plus de contact depuis un long moment. Donc, nous, on commence à connaître Pedro. On s'attache à Pedro, on s'attache à Pedro. Puis, on est sur un roman choral, on alterne donc les personnages, les points de vue. Et on a Sarah, et donc Sarah, elle est très attachée à Pedro. Elle a du mal avec sa mère. Voilà, la mère de Sarah est vraiment particulière. Elle a une très forte personnalité qui comment dire, efface toutes les autres personnalités en fait. Vraiment, c'est elle est particulière. Elle est particulière. Et donc voilà. Et donc on a effectivement Sarah, donc pareil, on s'attache à elle. En plus, elle est amie avec des personnages, elle est infirmière et elle est amie avec des personnages qu'on connaît déjà si on connaît l'univers de Sophie Tellman, donc qu'on continue de voir évoluer, qui sont très très secondaires, hein, mais c'est toujours un petit clin d'œil assez agréable. Moi, je n'ai pas tout lu de Sophie Tellman, mais c'est des personnages que j'ai déjà vus j'ai pas tout lu de Sophie Tellman. L'année dernière, son livre qui était sorti, est-ce que j'ai... voilà, La promesse du Nil, qui était sorti l'année dernière et qui est maintenant en format poche, était mon préféré de Sophie Tellman. Maintenant que j'ai lu celui-ci, je peux vous dire que c'est celui-ci mon préféré. Donc peut-être que ce sera comme ça chaque année. Et donc voilà, on suit Sarah, pareil, on s'attache à Sarah. On voit aussi Pedro à travers les yeux de Sarah, mais on était déjà convaincus que Pedro c'était un gars bien et on l'aimait beaucoup. Et puis après, 3e personnage dans notre roman choral, Thomas. Et donc on va découvrir Pedro à travers les yeux de Thomas. Et alors là, c'est radicalement différent. Voilà. Thomas n'a pas du tout le même avis sur Pedro que Sarah, parce qu'en fait son père il le voit pas, parce que son père il est parti de la maison. Et en fait, Pedro a été beaucoup plus un père pour Sarah que pour Thomas et que pour le jeune frère de Thomas, qui est aussi un personnage, c'est un personnage secondaire, mais qui est un personnage important dans l'histoire. Et dans les autres personnages, on a aussi la mère de Thomas, première femme de Pedro, qui est très très secondaire et qui est un personnage qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est une parenthèse. Ça n'apporte rien à mon avis, mais j'ai bien aimé aussi ce personnage. Voilà, et en fait c'est très fort émotionnellement. Déjà parce que on s'attache à un personnage, on en découvre un autre qui est très attaché au personnage auquel on était déjà attaché, donc on est conforté dans cette idée. On découvre un 3e personnage qui n'est pas du tout attaché et qui nous fait voir une partie très sombre en fait de Pedro auquel on était attaché, et c'est très fort d'avoir comme ça 2 personnages qui nous apportent vraiment l'ombre et la lumière en fait d'un 3e personnage. C'est très fort parce qu'en tant que lecteur, on est tiraillé, on est attaché à Pedro et on comprend ce que Sarah dit. Pedro est vraiment quelqu'un de bien et on comprend ce que Thomas dit en disant mais Pedro, mais c'est pas possible. Enfin, comment pardonner à ce qu'il a pu faire? Enfin, on est tiraillé et sur une même personne. Donc, on n'est pas sur un cas tout blanc, tout noir, pas du tout. Et en plus, Pedro, qui est quelqu'un qui parle peu, qui a du mal à exprimer ses sentiments, etc., se retrouve en plus avec un AVC où il ne peut absolument pas s'exprimer. Donc, si jamais il a des regrets, si jamais, il parle pas. Voilà. Bon, après, vous allez voir, je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire, mais on est chamboulé émotionnellement sur plusieurs choses, mais notamment sur ce cas, en fait, très, très délicat, d'avis contraires, d'avis différents. Voilà. Donc, si vous voulez être chamboulé, eh bien, et ça fait du bien, ça fait du bien parce que la vraie vie, elle est aussi comme ça. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper enrichissant comme livre. Voilà, donc je vous conseille Les Cœurs silencieux de Sophie Tellman. Je poursuis avec La Lignée, qui est un coup de cœur pour moi. C'est un roman épistolaire et on va suivre les échanges entre 2 autrices. Alors, on a une autrice expérimentée, Madeleine, et on en a une qui ne l'est pas du tout au début, Louise. Et en fait, la première lettre que Louise envoie à Madeleine, eh bien, bon, on ne sait pas, hein, ça commence comme ça, c'est le prologue. Chère Madeleine, je viens de finir votre nouveau roman et j'ai trouvé vraiment pas mal. Moi aussi, quand je serai grande, je serai écrivain. Et donc elle continue, etc. Puis elle signe Louise, 10 ans.
Et puis on se retrouve ensuite 20 ans plus tard. Et donc, eh bien, Louise réécrit à Madeleine et en disant « Ma chère Madeleine, j'ai voulu à plusieurs reprises vous écrire, mais je n'osais guère vous importuner. Enfin, je vous avais envoyé une lettre et vous m'aviez gentiment répondu, me prodiguant de merveilleux conseils. J'ai honte de devoir vous avouer que je les ai si peu suivis ou mal. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai même à peu près l'impression d'avoir fait tout ce que vous m'aviez déconseillé. » C'est hyper intéressant, mais ça démarre très progressivement. Le début, il est lent. On assiste à cet échange. Enfin, moi, je trouve Madeleine très gentille de prendre autant de temps pour répondre à Louise, en fait. Et Louise se confie beaucoup à Madeleine sur, voilà, elle a toujours ce rêve de devenir écrivaine. Ça se réalise pas forcément comme elle voudrait, mais il faut dire qu'elle a un quotidien super chargé. Et on voit sa vie de jeune femme qui évolue. Elle a un travail de plus en plus prenant, elle est mariée, elle se marie, elle a des enfants, etc. Voilà. Et donc, elle se confie beaucoup, puis Madeleine, toujours très gentille, lui répond. Madeleine se confie moins, beaucoup moins, mais voilà, donc... Au début, moi j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé ses échanges, c'est très rythmé, c'est hyper... un roman épistolaire comme ça, c'est agréable et c'est tellement rare maintenant parce que en fait, on n'écrit plus de lettres, tout simplement. Et donc, ça se construit peu à peu et puis on continue en fait. Donc au début, on est en surface, ça s'apprend à se connaître, puis on gratte, puis on gratte, puis on gratte, puis on gratte et ça devient... Donc au fil du temps, hein, parce qu'elles échangent pendant de très nombreuses années, au fil du temps, eh bien c'est de plus en plus profond, c'est de plus en plus intime. Et Madeleine aussi se confie, alors il y a toujours un petit décalage entre Louise et Madeleine, c'est-à-dire que Louise se confie de plus en plus, Madeleine aussi, mais elles n'ont pas commencé au même niveau, donc elles ne finissent pas non plus au même niveau. Il faut dire qu'elles n'ont pas... Enfin voilà, la même personnalité, et puis bon, c'est un petit peu différent. Donc ça j'ai bien aimé en fait ce côté, au début on est pris par l'histoire, on ne sait pas trop où on va. Petit à petit on arrive à des réflexions vraiment sur en tant que femme, comment ça se passe d'être autrice, écrivaine, le terme écrivaine difficile à prononcer pour certains, pas certaines. Donc il y a plein de sujets comme ça en fait. C'est à la fois deux autrices qui se parlent et c'est à la fois deux femmes qui se parlent. Je ne suis pas autrice, voilà. Ça ne fait pas partie des rêves que j'ai. Je suis pas quelqu'un qui, dans son enfance, a écrit 50 poésies ou a écrit plein de petites nouvelles. Pas du tout. Pas du tout. J'ai tenu je ne sais combien de journaux intimes, mais ça restait mes réflexions d'adolescente et ce n'était absolument pas de la fiction. J'ai peut-être pas assez d'imagination pour ça, donc je ne rêve pas d'être autrice. Enfin, ça m'attire sur certains points, mais j'ai pas du tout... ça m'attire sur certains points, mais pas forcément sur l'écriture, si vous voulez. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, voilà, de devenir autrice. Mais en revanche, j'aime savoir comment les écrivains fonctionnent, comment ils s'organisent. Moi, je suis une passionnée d'organisation et c'est hyper intéressant en fait. Et c'est pour ça que je fais aussi, alors même si j'en fais très peu maintenant, mais c'est pour ça que j'ai fait des lives avec certains auteurs, mais même quand je les croise en salon, je leur pose des questions sur comment ils font, comment ils s'organisent pour écrire. Est-ce qu'ils connaissent déjà la fin de l'histoire quand ils la commencent ou pas? Est-ce qu'ils font des fiches personnages? Est-ce qu'ils lisent? Et c'est assez drôle parce que à un moment donné, j'ai fait un live avec un auteur qui me dit bien sûr qu'un écrivain lit. Bien sûr, à la base, un écrivain est un lecteur, un passionné de lecture en fait. Et à côté de ça, je vais entendre des auteurs qui vont me dire « Alors moi, pour le coup, je ne lis pas et j'ai toujours très peu lu. Par contre, j'avais un imaginaire... voilà. » C'est assez drôle. Certains vont dire, et j'ai assisté récemment à une conférence où Joël Dicker expliquait que lui, il fait pas 50 000 recherches en fait. Il situe son histoire en juillet 2022. Est-ce qu'il faisait beau ce jour-là ou pas?
il n'en sait rien, mais lui, ça l'arrange qu'il fasse beau pour que les gens puissent se baigner. Voilà. Eh ben, tant pis si c'était pas la vérité. Voilà. Et puis, il explique aussi qu'il ne connaît pas la fin de son histoire parce que c'est la meilleure façon de surprendre le lecteur parce qu'il se surprend lui-même. Juste à côté, Nicolas Lebel qui dit « Ah non, mais moi, je démarre pas sans plan, en fait. C'est le premier truc. Je fais un plan. J'organise mes idées. Et ensuite, derrière, si je parle du milieu carcéral, je vais me renseigner et gratter le sujet et je vais me déplacer, etc. » Et voilà, moi j'adore ça en fait. Et là, c'est hyper intéressant d'avoir des échanges entre deux autrices qui vont parler d'écriture. Voilà, même si moi j'en prends pas note pour moi-même, ça me passionne parce que derrière c'est comment ce que j'aime, comment ce que j'apprécie, ma passion des livres, ma passion de la lecture, comment ça naît. Voilà. Je sais pas, c'est quand même intéressant, c'est une partie des coulisses en fait. Même si c'est pas Aurélie Valognes qui nous livre, mais la question se pose pendant le livre, est-ce que Louise n'a pas un côté d'Aurélie Valognes en fait? On a quelques éléments dans la conclusion, pas tout, et j'ai lu beaucoup de livres d'Aurélie Valognes, pas tous, mais presque tous. Et dans les livres d'Aurélie Valognes, pour moi, il y a plusieurs types de livres. Il y a les tout premiers que j'ai pas vraiment appréciés, que j'ai trouvé écrit très rapidement. C'est des nouvelles écrites en gros pour avoir l'impression qu'on a un roman. Ça c'est une histoire plutôt de maison d'édition, mais l'histoire elle est pas dinguissime non plus, voilà. Et il y a les romans d'Aurélie Valognes où elle se livre en fait, où elle s'ouvre. Alors soit c'est plutôt une histoire sur son père avec Au petit bonheur la chance, soit on est sur plutôt l'histoire de son frère avec Né sous une bonne étoile, soit on découvre sa mère et beaucoup d'elle-même avec celui de l'année dernière, L'envol, soit là, une partie d'elle en fait, une autre partie d'elle avec La lignée. Et pour moi, ce sont dans ces livres-là qu'elle est la meilleure. Elle est, mais excellente en fait. Et on passe de livres sympathique, mais pour, je sais pas, un repas de famille où on n'est pas concentré, ou, enfin, vous voyez, à un moment où il y a énormément de bruit, un stade de foot où vous voulez pas regarder le match, vous lisez un livre d'Aurélie Valognes, malgré le bruit, vous arrivez à vous concentrer, enfin, il y a ces livres-là, en fait, et il y a de l'excellent, et celui-ci en fait partie. Je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai été extrêmement touchée par certains passages, des passages qui se situent entre la page 174 et la page 178, parce que l'autrice a pris ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, a mis des mots dessus et l'a écrit. Sauf que moi, j'avais même pas conscience que ça, c'était à l'intérieur de moi. Et en fait, elle parle, je vous l'avais dit en vlog, mais vous n'avez peut-être pas regardé le vlog, donc je vous relis le passage ici. Donc elle dit au travail, l'open space c'est une horreur, aucune frontière, aucune barrière, aucune porte, aucun silence, aucune production, aucune échappatoire. Bon, voilà, bon, ça c'est pas forcément ce qui me parle. Moi je travaille en open space, mais alors c'est assez silencieux. On est je ne sais combien de dizaines et globalement c'est hyper calme. Donc ça, j'ai pas de souci. Effectivement, j'ai beaucoup de mal avec le bruit. Encore plus quand j'ai un quotidien très chargé, quand je suis très stressée. Le bruit est un perturbateur que j'ai beaucoup de mal à gérer. Mais là, bon, pas de souci. Pourquoi m'es-tu tout le monde à distance, me demande-t-on alors que j'essaye de finir une analyse. Comme tous, je n'ai que 24 heures dans ma journée. Mais contrairement aux autres, j'ai 2 métiers, si ce n'est 3. Je connais ça. Chaque journée est chronométrée, je n'ai pas 1 minute de plus. Alors il ne faut pas qu'un bruit ou qu'une sollicitation imprévue prenne le pas sur le reste. Rien entre mon objectif et moi. Chaque journée est rentabilisée. Je ne pourrai jamais faire les choses à moitié. Je ne pourrai jamais rendre un travail inachevé, incomplet, approximatif, sous prétexte que je n'ai pas eu le temps. Parce que ce temps, je l'avais et je l'ai gâché. Ou alors, ce temps, je l'avais et on me l'a volé. Alors je fuis les voleurs de temps. Qui peut s'autoriser à s'approprier le temps des autres? Qui peut laisser un autre lui prendre ce qu'il a de plus précieux? Je me rends compte que je me suis mise à classer les gens en 2 catégories. Ceux qui veulent me voler mon temps et les autres. Ceux qui attendent quelque chose de moi et les autres.
ceux qui peuvent me faire du mal et les autres. Je choisis toujours les autres et avant de décider, je mets à distance. Voilà, et ça continue comme ça sur plus d'un point. Ça m'a énormément touchée. Alors comme je vous le disais, moi le côté imprévu, je suis titillée entre deux. Parce que c'est vrai que si j'ai tel objectif, etc. Et en fait au moment où je vous parle, ça me parle. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas le temps, tout est chronométré. Sauf que derrière, j'ai des objectifs. Mes objectifs, c'est finir cet épisode de podcast qui sera en ligne, je l'espère, mercredi. Et dans mes objectifs, j'ai aussi d'autres choses après, dans ma journée, etc., etc. Et ce n'est pas parce que j'ai un temps réduit avec beaucoup de choses que je vais bâcler, en fait. Non, 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 je ne bâclerai pas. Donc, je vais passer plus de temps sur ça. Et donc, je vais me réorganiser, etc. Donc, si là, je me retrouve avec un imprévu, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué à gérer. J'hésite, rendez-vous médical dans la journée, j'hésite à peut-être le décaler parce que peut-être que ça ne passera pas. Mais j'ai aussi un côté de moi qui dit que l'imprévu, c'est trop cool parce que c'est tellement stimulant. Enfin, c'est parce qu'en fait, on a tout bien organisé et tout. Et l'imprévu, c'est un défi. Un défi que la vie nous lance et un petit défi qui est, tu pensais que t'allais pas t'en sortir? Tiens, je te lance ça, tu fais quoi avec ça? Ok, je relève le défi. Je relève le défi, je réarrange tout et je repriorise et je me débrouille avec cet imprévu. Voilà. Donc voilà, ça je vous en ai parlé, voleur de temps, enfin jamais j'aurais réussi à mettre ces mots-là sur ce que je ressens. Moi en général, c'est une blague constante avec mon mari quand il me dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à Noël? Qu'est-ce que tu veux à ton anniversaire? Ma première réponse est toujours du temps. Oui d'accord, ça s'achète pas. Alors je te prends des livres? Bah ouais, des livres. Voilà, c'est toujours qu'est-ce que tu veux? Bah je voudrais qu'on m'offre du temps. Voilà. Ouais, c'est pas possible. Tant pis. Voilà, donc j'ai été très émue, très émue à la lecture de ces passages qui voilà, ont été m'ont fait très bizarre, enfin, m'ont tellement parlé et ça, du coup, c'est-à-dire que c'était à l'intérieur de moi, je mettais pas de mots dessus, Aurélie Vallogne a sorti ça, a mis des mots dessus et moi, du coup, ça me permet une prise de conscience. J'ai aussi rigolé à d'autres passages, je vous avais cité, et c'est sur Babelio, un passage sur ceux qui sont lions comme signe astrologique, tellement parlant, voilà. Un lion, il cherche pas à briller en fait, hein, il cherche la vérité et est très sensible à l'injustice. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma vie. C'est-à-dire que je serais prête à prendre la parole en public pour dénoncer les mauvaises pratiques de je ne sais quoi sur Instagram, de je sais quoi. Ça se fait pas. Mais pour rétablir la vérité en fait, pour dire ça, enfin arrêtez. Vous voyez que ça c'est du faux en fait. Enfin voilà, mais voilà. Donc c'est pas briller, c'est juste rétablir la vérité. Voilà. Et puis il est émouvant sur d'autres aspects aussi. Bon, livre qui m'a remué, livre qui m'a beaucoup remué, je vous le conseille totalement, il est vraiment très bien écrit, donc c'est forcément un coup de cœur comme je vous le disais, et j'ai vraiment très hâte de revoir Aurélie Vallogne. Elle paraît très froide en fait, mais quand on a la chance de la voir, en vrai, elle est... J'en suis émue parce que je repense à la dernière fois que j'ai vue, au mois de juin à Saint-Maur, enfin le petit Saint-Maur qu'il y avait eu. Elle, enfin, elle s'ouvre en fait, enfin, et on peut parler vraiment des choses en fait, expliquer parce que en fait elle a, pareil dans son livre L'Envol, il y a des points que j'ai totalement, où je me suis totalement reconnue, et en fait c'est mettre des mots sur tout ça, etc. Et elle a un fonctionnement qui va avec le mien, mais certainement parce qu'en fait, je pense qu'on a beaucoup de points communs sur des choses. C'est pas toujours évident de le dire, en fait, parce que voilà, c'est pas toujours évident de dire qu'on fonctionne pas pareil, qu'on n'a pas, voilà, on fonctionne pas pareil. Personne ne fonctionne pareil qu'un autre en même temps, on est tous différents. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on a beaucoup de points communs. Et du coup, la voir et lui dire, bah, écoutez, je comprends ce que vous dites, je comprends totalement.
on peut pas le dire. On peut pas le dire comme ça, ouvertement. Ça paraîtrait très bizarre ou je ne sais quoi. Mais je comprends, je fonctionne comme vous en fait. Et du coup, on n'est pas toujours compris ou on suscite de mauvaises émotions. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, voilà. Et bref, j'ai vraiment très hâte de la revoir pour pouvoir parler de tout ça avec elle parce qu'elle met des mots sur des choses enfin sur moi, voilà, sur des aspects de ma personnalité. Et ça fait quelque chose. Voilà, bon, allez, tout ça pour vous dire que la lignée d'Aurélie Valognes, c'était trop bien. Et on termine avec Un animal sauvage de Joël Dicker. Joël Dicker que je lis depuis que La vérité sur l'affaire Harry Kéber est sortie en poche. Je dis souvent que j'ai lu tous ces livres, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, avant La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il y avait un autre livre de lui qui est Les derniers jours de nos pères que je n'ai jamais lu. Voilà. Je sais pas si je le ferai un jour ou pas. Certainement. Et en fait, j'avais été attirée par la vérité sur l'affaire Harry Kéber parce que je le voyais en librairie. Il faisait partie des livres les plus vendus. Et ce poche est un pavé. Et je me suis dit, mais comment des gens, pas dire que tout le monde lit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, il y a quand même, je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui ne lisent pas. Comment un pavé peut être en France où tout le monde ne lit pas, mais il n'y a aucun pays où tout le monde lit, mais bon, en tout cas, comment un livre peut être numéro 1 en France, alors que c'est un livre super gros? Qu'est-ce qui a attiré les gens? Pourquoi ce succès, en fait? Ça m'a intriguée. Ça aurait été un livre de 100 pages numéro 1, je me serais dit, d'accord, ok, ça peut être intéressant et tout ça, mais ça m'aurait moins intriguée parce que accessible à tout le monde. Mais un pavé... même moi qui lis beaucoup, avant de lire un livre comme ça, par exemple, je vais le lire, hein, je vais le lire parce que j'ai trop entendu de bien. Mais avant de lire un livre comme ça, je peux vous dire que je vais me mettre en condition, quoi. Et bah comment un énorme livre comme ça a pu avoir autant de succès? Donc, bah, je l'ai acheté parce que j'étais un petit peu intriguée. En plus, il s'avère, même si les couvertures sont pas hyper explicites, qu'en fait, on est sur du polar, donc parfait. Et donc, j'ai lu ce livre en 2014, 2013, 2014, peut-être fin 2013, début 2014, je ne sais plus. Quand ma fille aînée faisait de la gym, alors qu'elle était en petite section, sa première activité extrascolaire, et je restais sur place parce que c'était loin, et je lisais dans la voiture, et je sortais de la voiture, je lisais mon livre comme ça parce que je ne pouvais pas le lâcher. J'avais dû le lire en une semaine, ce qui à l'époque pour moi était très bien. J'avais ma fille qui avait 3 ans, puis j'avais un petit bébé, mon fils qui avait quelques mois. Et donc j'avais pas énormément le temps de le lire, mais je l'avais lu sur une semaine à peu près. Et j'avais adoré. C'était assez innovant en fait. Il y a un côté... pour moi, maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il y a des petits points communs avec Guillaume Musso au niveau de l'écriture. Ça se passe aux États-Unis, il y a un côté qui fait toujours rêver. Et puis, on avait ce personnage de Marcus auquel je me suis beaucoup attachée. Et voilà, donc depuis ce moment-là, mon mari l'a lu par la suite, depuis ce moment-là, dès qu'un livre de Joël Dicker sort en grand format, ping, je n'attends pas le poche, c'est pas possible. Ils sont... Alors... Je les adore tous, mais ce ne sont pas tous des coups de cœur. Déjà, toute la série avec Marcus, moi, j'ai adoré. L'énigme de la chambre 622, qui est autant critiquée, mais moi, j'ai trouvé trop bien. Enfin, je l'ai lu en mai 2020. Je peux vous dire qu'à cette période-là, personnellement, je sortais d'un Covid depuis plus de 5 semaines, où je pouvais plus respirer. Enfin, si je pouvais, mais difficilement. J'avais eu un bon Covid. Confinement, avec... mes 3 enfants à la maison, avec l'école à la maison. Je peux vous dire que l'école à la maison, c'était magnifique, hein, parce que les maîtresses nous disaient, bah voilà, sur notre feuille de cours, on avait prévu de faire ça. Allez, expliquez aux enfants, faites les corrections, faites les trucs. C'était donc on se retrouvait avec le job de 3 maîtresses, plus notre propre job, plus moi qui avais le Covid. C'était l'horreur sur Terre.
Ce livre, je sais qu'on n'a pas tous vécu le même Covid, parce que certains maintenant disent « Ah ouais, mais je lis tellement moins par rapport à la période du Covid ». Moi, je lisais pas tant que ça, mais les livres que j'ai lus, ils m'ont marqué parce que ça a vraiment été alors des bouffées d'oxygène, c'est le cas de le dire, j'avais besoin de respirer. Autrement que j'ouvrais mes portes-fenêtres en fait pour trouver de l'air, et ben voilà, j'en trouvais aussi avec les livres, et du coup l'énigme de la chambre 622, ça m'a fait tellement de bien pendant cette période si compliquée. Joël Dicker, il sort pas des livres tous les ans, du coup quand il en sort un, c'est enfin quoi, enfin on attend tellement, enfin l'attente est difficile, il a un sacré process d'écriture, c'est un bosseur, même si, comme je vous le disais, il va pas chercher, il va pas faire certaines recherches et tout ça, mais en fait c'est un bosseur, il peut écrire 500 pages et en jeter la moitié, enfin j'avais assisté à une excellente conférence il y a 2 ans lors de la sortie de son précédent livre, excellente conférence animée notamment par Bernard Lehu, très bien, très intéressant, et je vous le dis d'autant plus que la dernière conférence que j'ai assistée de Joël Dicker il y a quelques jours n'était pas terrible, liée aux questions très surprenantes de la personne qui animait la conférence. J'avais appris plein de trucs sur son écriture, c'est un bosseur, il a pas rien sur rien, il a du succès, bah oui, mais en fait il bosse quoi. Et ensuite derrière, il assure sa propre promo, il est partout, excellent communicant. C'est sûr que ça aide aussi, mais à la base, enfin, on peut communiquer, on peut enrober un livre pourri, le livre il restera pourri à la base. Enfin, il y a un moment où là, c'est pas que le fait d'être super bon en communication qui permet d'avoir un excellent livre aussi. Ça permet de le faire connaître, mais derrière, ce qui poursuit, bah, c'est aussi le bouche à oreille et les avis positifs sur ce livre. Celui-ci, il est très différent des autres, parce que pour moi, dans les livres de Joël Dicker, on a un peu 2 caractéristiques. On a un personnage principal qui est toujours un peu égocentrique. Et donc, et une narration à la première personne, si je me trompe pas. En tout cas, on est très proche de ce personnage. Et il nous confie tout ce qu'il pense, en fait. Et ses états d'âme. Et parfois, ce qu'il ressent après un échange avec quelqu'un. Ses déceptions, ses croyances. On vit avec ce personnage-là. Et ça, c'est une caractéristique qu'on n'a pas ici. Et la deuxième caractéristique, c'est que Joël Dicker joue avec le temps. Il a une construction que j'adore et qui était présente aussi là, c'est que en fait, bon, c'est un auteur de polar, son objectif c'est de nous surprendre. Voilà, les choses sont dites, hein. Son objectif de toute façon c'est qu'on se fasse avoir. Ok. Et bien il a une technique pour ça. C'est que, donc comme je vous dis, il joue avec le temps. Alors est-ce que là je vais réussir à vous trouver un passage, je sais pas. Mais par exemple... donc, jouer avec le temps. Ah oui, là, j'en ai un. J'en ai un. Ouais, j'en ai un. Ouais, donc ça devrait pas trop vous spoiler. Donc, juste rapidement, dans ce livre, on a 2 couples. On a Sophie et... Comment s'appelle son mari déjà? Et son mari, il n'y a pas le nom de son mari. Donc, bon, on a Sophie et son mari d'un côté, et ensuite on a un couple de voisins. Et Sophie et son mari brillent en fait. Sophie, elle est lumineuse, solaire et magnétique. Enfin, tout le monde a envie de soit d'être sa meilleure amie, soit de sortir avec elle. Enfin voilà, elle a 40 ans et en fait son anniversaire dans ce livre. Et voilà. Et puis bah il y a ses voisins qui sont normaux. Tout simplement normaux. Et dans les voisins, eh bien, on découvre petit à petit qui sont ces voisins. Il y a des choses dans le 4e qui disent des choses, mais qu'il faut pas encore savoir. Voilà. Et donc, on commence un peu comme un thriller domestique parce que on suit ces 2 familles et puis petit à petit, on va se rendre compte que oh la vache, ce personnage-là, il a un énorme secret. Oh, puis celui-là aussi. Oh, bah dis donc. Oh, bah j'aurais pas pensé. Oh, et voilà. Et en fait, on va les découvrir. Et on va se rendre compte que l'image qu'on avait de tout au début n'a tellement rien à voir avec ce qu'ils sont en réalité. Et donc, pour revenir à l'autre caractéristique des livres de Joël Dicker, au niveau de la construction, c'est là. Donc, par exemple, ce passage. Mais Sophie avait menti. Elle avait de nouveau accepté de l'argent de son père. Il l'avait prise sur le fait. Et là... À ce moment-là, on est dans le présent, donc ça se passe en 2022 et on est précisément le 20 juin 2022. Donc voilà, donc Sophie échange avec son mari, etc. Et puis on arrive à la fin d'un paragraphe qui nous dit ce que je viens de vous dire. 3 ans plus tôt, février 2019. Et là, on va assister à une scène qui dure un peu plus d'1 page
à quelques lignes près. Et on voit cette scène, cette fameuse scène que, eh bien, où Sophie avait effectivement accepté de l'argent de son père. Voilà. Et ça, c'est, en fait, il le fait tout le temps. C'est-à-dire, au lieu de se dire, mais si, tu te rappelles, il y a 2 ans, il s'était passé ça. Et ben en fait, on va avoir cette discussion-là, on va avoir 2 personnages qui vont dire, mais si, tu te souviens, il y a 2 ans, il y a machin qui avait dit ça. Et en fait, interruption du paragraphe, il y a 2 ans, et puis on retrouve, on voit cette scène-là en fait, et on se retrouve avec machin qui dit ça, et on a tout le contexte. Voilà. Et moi j'adore en fait, parce que du coup c'est que de l'action, c'est pas, il utilise pas le fait que quelqu'un raconte une scène, non, c'est pas quelqu'un qui raconte la scène. Si l'auteur, le lecteur pardon, doit connaître la scène, et ben on le plonge dans la scène en fait, directement. Dans la scène, vous avez compris, S-C-E-N-E. Hein. Donc, ça donne une écriture assez cinématographique aussi, hyper visuelle, et où le lecteur est actif, ou en tout cas, on est obligé d'être actif, parce qu'on voit les scènes en direct, et en plus on fait des sauts dans le temps, enfin, voilà. Donc ça, très très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est génial pour l'auteur parce que ça lui permet de nous couper, en fait. On était concentrés et on se dit, ah la vache, on tient un truc, on tient un indice là. Hop, il nous coupe le temps, il nous plonge dans autre chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On plonge dans ce dont il nous parle, en fait. Bah ouais, c'est Joël Dicker, c'est actif, on va avoir des dialogues, donc on plonge dans cette scène-là. Et l'idée qu'on avait eue au début, la petite piste, on l'a oubliée. C'est tout. Donc c'est à la fois ça permet d'avoir une super bonne écriture, un vrai page turner et tout, et en même temps ça permet bien de brouiller les pistes parce que le lecteur donc plein de retournements de situation, des retournements de situation dignes de thrillers domestiques, entre autres parce qu'on va parler de braquage aussi, et là c'est pas forcément braquage et thriller domestique, le lien n'est pas toujours direct. Voilà, donc changement de sujet, plusieurs personnages, on ne s'attache pas à un personnage en particulier. Je pourrais résumer ce livre en les apparences sont trompeuses, on se fait avoir par parfois des non-dits, il va parfois utiliser une sorte de, comment dire, de préjugés qu'on peut avoir malgré nous sur certaines situations. L'être humain est ainsi, hein, donc il utilise ça pour réussir à nous avoir en fait. Et voilà, c'est pas mon préféré parce que moi j'aime bien quand il y a Marcus et j'aime bien suivre les réflexions et tout, le côté, puis même des fois ces personnages égocentriques, mais moi je les aime bien, donc c'est pas mon préféré, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour la petite anecdote, j'ai fini ce livre 5 minutes avant de voir l'auteur. Parfait. Donc j'ai pu lui dire, il est quand même différent, hein. Il dit, bah ouais, il faut quand même que j'arrive à vous surprendre, bah oui. Et un peu moins de 400 pages, donc un petit peu plus court que d'habitude, surtout qu'il y a pas mal de pages blanches, voilà. Enfin, un petit peu plus court que d'habitude, j'ai pas vérifié hein, tout le nombre de pages des précédents non plus, c'est peut-être moi qui ai un faux souvenir. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc deux très bons livres, ou alors en chiffres 4 très bons livres que je vous conseille totalement. Comme je vous le disais en intro, il n'y a pas à dire. À chaque fois, on peut se dire « Ah, j'attends tellement le nouveau Musso. Ah, j'attends tellement le nouveau Joël Dicker. » Pareil pour Aurélie Valognes, pour Sophie Tellmen. Et en fait, on sait pourquoi on attend. Enfin, ce sont des livres excellents. Voilà, c'est une période de sortie. Les sorties sont dingues. Les auteurs sont à la hauteur de ce qu'on attend. Ce sont d'excellents auteurs et ils l'ont prouvé encore une fois. Et voilà. Et c'est... Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Ce sont des auteurs qui ont une excellente réputation, mais en fait, ils bossent, quoi. Ils bossent. Et ils se limitent pas à cette excellente réputation. Ils bossent. Ils arrivent à nous surprendre encore et encore. Et à donner des livres cette année qui sont encore une fois excellents. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes découvertes. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter l'un de ceux-là, ou même peut-être plusieurs, ou si vous les avez aussi déjà lus, et ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, d'ici la prochaine fois, j'essaie
de lire pareil, d'autres sorties pour vous présenter un petit peu tout ça. Peut-être qu'entre-temps, il y aura une vidéo d'anciens livres, vous voyez, parce que je suis en train de découvrir, par exemple, une série de livres dont le premier tome est sorti en 1996. Donc, les sorties et tout, c'est hyper intéressant, mais de temps en temps, ça peut être pas mal aussi de piocher en arrière. Donc sur cette chaîne, ces prochaines semaines, ça risque d'être un peu comme ça, avec des vidéos vraiment sorties très récentes. Et puis des vidéos de livres où vous vous dites, mais elle n'avait jamais lu ça. Bah ouais, je redécouvre des choses. Voilà, allez, bon, super bonne lecture à vous et à très vite.